Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à cette 18e édition de Radio Mortimer. Et comme c'est la première de 2019, bonne année! Ce soir, nous avons l'honneur de faire cette émission dans l'écrin d'un lieu à l'histoire unique et, disons, un peu folle. Avant de devenir un théâtre, ici, ça a été un célèbre café-concert de la Belle Époque à la fin du 19e, puis un cinéma art déco dans les années 30, puis dans les années 70, le premier multiplex pornographique de la capitale. Le lieu ferme ensuite, en 1999, quand il est racheté par, tenez-vous bien, l'Église universelle du Royaume de Dieu. Donc là, on change de registre par rapport à ce que c'était avant. Mais l'Église n'a pas réussi à en faire un temple, donc le bâtiment reste fermé et commence à tomber en ruine. L'histoire folle ne s'arrête pas là. En 2016, Frédéric et Mélanie Biessy décident de racheter la bâtisse, de la reconstruire et d'en faire un théâtre d'art privé. C'est ainsi que la Scala Paris est inaugurée le 12 septembre dernier, que nous retrouvons aujourd'hui pour enregistrer Radio Mortimer pour la première fois ici. Au sommaire de cette 18e édition, nous allons parler de 6 spectacles. Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhardt, mis en scène par Christophe Perton. Le Canard à l'orange de William Douglas Hume, mis en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la Michaudière. Canata épisode 1, La controverse, créé par Robert Lepage au Théâtre du Soleil. Les oubliés, Alger Paris, écrit et mis en scène par Julie Bertin et Jade Herbulot du Birgit Ensemble à la Comédie Française. La machine de Turing de Benoît Solès, mis en scène par Tristan Petit-Girard au Théâtre Michel. Et enfin Face à face d'après Ingmar Bergman, mis en scène par Léonard Maton au Théâtre de l'Atelier. Autour de moi pour parler de la pièce Le Faiseur de théâtre, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Bonsoir. Bonsoir. Suzanne du blog Mordu de Théâtre. Bonsoir. Et Yann du blog Le Galopin. Bonsoir. Le Faiseur de théâtre est une comédie du dramaturge autrichien Thomas Bernhardt. Au Théâtre des Jazelles, le metteur en scène Christophe Perton dirige André Marcon dans le rôle principal de Bruscon, un auteur-metteur en scène comédien difficile à contenter, qui entraîne sa troupe familiale sur les chemins de croix de la décentralisation théâtrale. Sur Au balcon, spectatif dit « Nous sommes ailleurs le temps de ce spectacle, au tréfonds du théâtre, là où l'essentiel est joué, où le pire comme le meilleur est représenté. Un moment de théâtre unique et mémorable, joué avec excellence, incontournable. » Vos réactions, Bénédicte, de La Nouvelle Claque? Alors moi, c'est une pièce où en fait le rôle est resté après. Je l'ai trouvé sur scène dans ce rôle donc d'homme qui est sur scène et qui va jouer mais qui n'arrête pas de fustiger tout ce qui est autour de lui. Je trouvais assez tyrannique, misanthrope, misogyne, enfin un rôle fleuve et assez déplaisant on va dire. Mais en fait ce qui est fort, c'est qu'il aurait pu tomber, je pense, dans un certain nombre d'écueils et nous ennuyer à un moment donné. Et finalement, c'est quand même un personnage auquel on s'attache un petit peu et du coup, c'est quand même une certaine force dans le jeu qui est remarquable. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que finalement, les personnages qui sont autour de lui ne parlent pas tellement, mais il y a toujours, à un moment donné, un jeu de ces personnages qui apporte à la pièce et qui fait que c'est pas que lui, et c'est aussi donc 4 ou 5 personnages sur scène. Et surtout, moi j'ai remarqué en particulier Jules Pélissier, qui est donc le jeune, le fils, et que j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il avait une vraie présence et une intensité juste par ses déplacements et par l'intensité qu'il y avait dans son regard ou des mimiques. Et il a créé tout un monde rien qu'avec ça. Et du coup, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Et c'est une pièce qui est restée et qui a laissé une petite empreinte, donc j'ai bien aimé. Suzanne du blog Mort du Théâtre, je te sens réagir. Mais je partage entièrement, mais 100% de ce que Bénédicte vient de dire. J'ajouterais peut-être que j'ai trouvé ce personnage très attachant, plus qu'un peu attachant. C'est un personnage qui va au bout. Je l'ai trouvé tyrannique certes, mais puissant dans sa volonté d'arriver à jouer sa pièce. Et André Marcon est absolument formidable. C'est-à-dire que je suis pas très Thomas Bernhardienne, mais il fait de ce spectacle vraiment un moment dans lequel on tombe, comme disait le spectatif, et on peut pas sortir. Et il y a en plus ce décor très beau de théâtre. Enfin, c'était vraiment un vrai moment de pur théâtre. Et puis au Théâtre des Jazelles, en plus, un vrai plaisir.
je rejoins un peu l'avis du théâtre et de la Nouvelle Claque, à savoir que André Marcon, qui est absolument formidable, a la plus grande partie du texte, mais en même temps, il permet, ça c'est la mise en scène probablement aussi, il permet à ses partenaires d'exister, même s'ils ont beaucoup moins de texte. Jules Pélissier, par exemple, c'est juste sa présence, il n'a pas grand-chose à dire, mais il a une présence extraordinaire. La fille Agathe L'Huillier également, enfin, ils sont tous dans leur partition excellents et ils trouvent leur place, ce qui peut paraître un peu difficile quand on a un comédien de l'envergure et de la puissance d'André Marcon. Pour revenir à la scénographie, effectivement, c'est cette idée d'avoir mis les deux théâtres, c'est-à-dire la salle d'un côté et la même salle sur le plateau, je trouve que c'est une idée absolument formidable et magnifique. Bon, le spectacle, moi j'ai adoré. Je pensais n'avoir rien vu de Thomas Bernhard et en fait, il y a quelques années, j'avais vu Dramuscule au Poche Montparnasse, qui a un petit peu la même noirceur et finalement j'ai beaucoup aimé ce spectacle. Vous avez jusqu'au 9 mars pour aller voir ou revoir Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhard, mis en scène par Christophe Perton au théâtre des Jazets. Les représentations ont lieu du lundi au samedi à 20h30. Yann, du blog Le Galopin, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur. Tout à fait. Donc mon coup de cœur, c'est pour Peau d'âne, mise en scène par Emilio Saggi au théâtre Marigny. Alors moi j'aime beaucoup l'univers de Jacques Demy, j'aime beaucoup ses films. Et j'étais un peu à la fois inquiet de voir ce que ça allait donner et impatient. Et finalement, pour moi, c'est une réussite totale. Parce qu'on a réussi à reconstituer l'univers poétique et féerique du film. La scénographie, les costumes et les lumières sont absolument superbes. Et bon, il faut une précision, c'est que pour un spectacle comme ça, il n'y a aucune vidéo. Tout est fait en changement de décor direct. Bon, c'était un peu aussi difficile de succéder à des gens comme Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Delphine Seyrig. Et je trouve que Marie Oppert est absolument... elle est délicieuse, elle chante très bien. Marie-Kate Nelson est une fée des lilas avec l'accent british, tout à fait drôle. Et puis les autres comédiens, que ce soit Michael Denard, Mathieu Spinozzi... et les vedettes un peu invitées comme Claire Chazal et Marraine Gillot donnent un ensemble très, très réussi. Bien sûr, maintenant, à une semaine de sa disparition, il y a évidemment, bien sûr, les musiques de Michel Legrand qu'il avait réorchestrées pour l'occasion et qui sont jouées live par un orchestre. Et puis moi c'est un spectacle que j'ai trouvé somptueux. Je trouve qu'on sort de là sur un petit nuage. Et puis je vous dis, voilà, il faut vraiment y aller. Donc c'est jusqu'au 17 février au théâtre Marigny, du mardi au samedi à 20h, le samedi et le dimanche en matinée. Et comme j'ai beaucoup aimé, j'y retourne le jour de la dernière, c'est-à-dire le 17. Merci à tous les trois. Autour de moi pour parler de la pièce Le Canard à l'Orange, j'ai le plaisir d'accueillir Sonia du blog Théâtoile. Bonsoir. Bonsoir. Véro du blog Théâtrelle. Bonsoir. Et Claire du blog Aparté. Bonsoir. On poursuit avec une autre comédie de boulevard, cette fois-ci Le Canard à l'Orange du britannique William Douglas Hume, dont l'histoire repose sur la combinaison classique du mari, de la femme et de l'amant, le tout à coups d'adultère, de pièges et d'arroseurs arrosés. Nicolas Briançon incarne dans sa propre mise en scène le rôle du mari qui, pour reconquérir sa femme adultère, mijote une stratégie qui est au cœur de cette comédie. Sur Au balcon, Yves Poët dit « Ce qui va se jouer ces 2 heures durant relève d'un véritable travail d'orfèvre, grâce à une précision diabolique dans la direction d'acteurs, dans la façon de dire et faire dire les répliques et les tirades, dans la manière d'articuler les scènes, Briançon nous offre un époustouflant et hilarant moment de théâtre. » Vos réactions ?
Alors moi je suis assez partagée sur ce Canard à l'orange. Alors dans les bons côtés que j'y ai trouvé, il y a effectivement l'abattage impeccable de Nicolas Briançon. Il excelle dans ce genre de boulevard, ça lui va comme un gant, il est vif, il est dynamique, il dit son texte à la perfection avec beaucoup de gaieté, beaucoup d'intelligence. Ses partenaires, du coup, je trouve, tendent un peu à disparaître par rapport à lui. Alors François Vincentelli, lui, en fait beaucoup, il le fait bien, mais je trouve que parfois il tombait un peu dans l'excès et un peu dans l'hystérie. Et ses partenaires féminines sont un peu plus fades. Je pense qu'il a, involontairement, en fait, il est tellement excellent dans ce genre que les autres ont du mal à exister. Mais bon, mine de rien, ça marchait. La salle, qui était quand même assez logiquement remplie par des personnes... j'étais la plus jeune ce samedi après-midi. La salle a beaucoup ri. Moi, au bout d'un moment, j'ai regardé ma montre. J'ai trouvé qu'il y avait quand même, côté costume, des choses un peu pas très cohérentes. C'est-à-dire qu'il a voulu... Enfin, les costumes sont assez intemporels, pas vraiment datés, mais je trouve pas très cohérents. François Vincentelli, lui, il a des costumes un peu à carreaux, un peu datés, moches, voilà, mais un peu ridicules. Les filles portent, notamment la jeune fille, c'est Alice Dufour, porte des tenues extrêmement sexy, pardon. Et moderne, avec une combinaison noire, pantalon noir, qui est très très actuelle. Les tenues d'Anne Charrier sont beaucoup plus hasardeuses en thème. Elles sont très jolies, cela dit. Un peu daté quand même. C'est un peu plus daté. Et par rapport à la cohérence de la pièce. Bah, je trouve que justement, c'est pas vraiment cohérent. Entre François Vincentelli et ses costumes à carreaux, ils sont assez datés. Et Nicolas Briançon, lui, il porte toujours le même jean noir. Il n'en change pas du tout. C'est très étrange. Je me suis demandé s'il n'avait pas oublié son costume. Oui. Toi aussi, on a remarqué la même chose. C'est très disparate. Et vraiment, la jeune femme, donc Alice Dufour, elle est habillée vraiment comme s'habillent les jeunes femmes aujourd'hui dans la rue. Je trouve ça totalement déplacé, en fait. Et puis, ça accentue le côté caricatural du rôle de cette jeune femme aguicheuse. Enfin, moi, ça m'a énormément... troublé, disons que ça m'a pas plu, quoi. Je suis d'accord. Moi, après, ça m'a pas du tout gêné au niveau des costumes. Et par contre, à l'inverse de Théâtrel, je trouve que Nicolas Briançon en fait trop. Moi, j'ai pas trouvé que les autres étaient dans l'excès. Alors, je pense que les rôles sont écrits à la base pour être un peu autour de la caricature, etc. Mais alors, je trouvais qu'à certains moments, Nicolas Briançon forçait un peu trop le... Mais parce qu'il essaye un peu d'occuper l'espace, parce que pendant 2 heures, quand même... Moi, je trouve qu'il manque... T'as pas passé Alors, j'ai passé parfois des bons moments. J'ai passé des bons moments, notamment grâce à François Vincentelli, que je trouve très drôle, et puis je trouve qu'il joue très bien son rôle de bonnet, voilà, et en même temps très attendrissant. Et c'est vrai que Nicolas Briançon joue très bien. Le problème, c'est qu'on sent que ce texte est quand même lourd. Il n'y a pas assez de mise en scène, finalement on reste toujours dans le même décor. Je trouve qu'il n'y a pas assez de musique, c'est pas assez vivant pour un boulevard, en fait. Et Anne Charrier, qui est une excellente comédienne, là je suis d'accord avec Véro, elle a pas vraiment de place, quoi. On sent qu'elle peut pas vraiment exprimer. En plus, c'est un rôle de femme, et je trouve que justement de femme trompée, ils auraient pu en profiter, je sais pas, par rapport aux questions qu'on se pose aujourd'hui, pour la mettre plus en avant. Ou voilà, je trouve qu'il manque vraiment de fond dans cette comédie de boulevard. Et j'ai trouvé ça joli, mais finalement, je suis sortie de là en me disant je ne m'en rappellerai pas. C'est vraiment dommage, je trouve, pour une comédie de boulevard. Oui, c'est ça, il n'en reste pas grand-chose. Je trouve que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Façon de parler, évidemment. Je trouve que les décors sont vraiment laids. C'est marron, c'est moche, c'est très lourd. Alors aujourd'hui, on a tendance, dans le théâtre, à faire des choses qui sont beaucoup plus légères, en termes de, budgétairement, en termes de temps de montage et de manutention. Il y a l'inévitable guéridon, canapé, table basse, table de bridge. Au fond, à court, on a le jardin. Alors là, on a un arbre, un banc, un oranger. C'est très british, mais le côté british, un peu tapisserie, m'a plu. Mais est-ce que c'était utile de faire quelque chose d'aussi lourd ? Je pense que c'est pas mal de l'avoir gardé comme ça dans son jus pour faire mariner le canard. C'était pas trop mauvais. Oui, mais dans ce cas-là, que je la fasse. Elle est là. Oui, mais alors dans ce cas-là, je vais t'en faire une autre. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais là, la casserole, elle est ratée, quoi. Moi, je trouve pas que ce soit raté. Après, j'ai passé un très bon moment. Je pense qu'il faut y aller vraiment pour un divertissement et se dire voilà, on va rigoler. En même temps, il y a quand même un petit fond. Bon, ok, c'est pas non plus la pièce hyper réflexive, etc. Mais en tout cas, voilà, on passe un bon moment.
Moi, j'ai trouvé que effectivement François Vincentelli était parfait dans son rôle d'idiot, qui sous ses airs d'idiot est peut-être pas si idiot qu'on ne pense. Et puis, il y avait effectivement une ambiance un petit peu d'au théâtre ce soir qu'on a beaucoup perdu. Et voilà, moi, ne serait-ce qu'entendre le bâton au tout début de la pièce, il y a quelqu'un juste derrière moi qui a dit « Oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une pièce où on entendait le bâton, effectivement. » Le bâton, le brigadier. Oui, voilà, les 12 coups juste avant l'ouverture du rideau. Alors effectivement, petite déception au moment où le rideau s'ouvre, parce que je suis assez d'accord, c'est plutôt laid. Mais moi, ça m'a plu le décor. Mais voilà, on est plongé dans une ambiance et puis on rigole sans se poser trop de questions. Mais voilà, le seul regret que j'ai eu, moi, c'est que vraiment, je trouvais que Nicolas Briançon, il n'avait pas besoin d'en faire autant. Il avait déjà l'adhésion du public et c'était pas utile de forcer encore plus, même si effectivement, il y avait des moments où il avait besoin de meubler parce que il se passe pas énormément de choses. Par contre, il y a Sophie Arthur qui est très bonne en gouvernante. On ne la voit pas beaucoup. Elle fait un petit peu les intermèdes sur les changements alors pas de décor, mais de elle jour. Remet en place. Voilà. Elle remet en place plusieurs choses. Et je trouvais que son personnage était peut-être à creuser un petit peu plus. Mais bon, là, il faudrait voir avec l'auteur. Ce que je dirais de positif, c'est qu'on sent quand même que cette troupe a vraiment envie de faire rire le public. Voilà, on sent quand même, même si moi j'ai trouvé ça parfois un peu ennuyeux, un peu long, qu'il y a une vraie générosité en fait, de cette troupe qui a envie de faire rire, d'amuser. C'est pour ça que je pense que Nicolas Briançon en fait des tonnes, mais du coup c'est assez jouissif quand même. Voilà. Moi c'est vrai qu'après, je trouve que pendant ces 2 heures, c'était un peu long et voilà, il manquait un peu de péripéties et peut-être effectivement de relief sur les rôles féminins. Voilà. Et oui, donc c'est assez désuet, c'est du boulevard. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de remonter cette pièce J'en suis pas tout à fait sûre. Avec une autre adaptation peut-être. Moi, je l'aurais un peu plus modernisé. Mais alors, en revanche, je vais faire un aparté, c'est que Nicolas Briançon, en metteur en scène, là, il remonte une pièce qu'il a créée à la Pépinière, je crois, il y a 2 ans. À l'Héberto. Ça commence mi-février, ça s'appelle Voyage avec ma tante, c'est une de ses mises en scène. Et ça, c'est extraordinaire, c'est drôle, c'est vraiment immanquable à mon avis. Et je dirais, allez voir Le Canard à l'Orange, si vous aimez ce genre de boulevard un peu bourgeois, un peu vieillot, mais surtout, ne ratez pas Voyage avec ma tante. Vous avez jusqu'au 10 mars pour aller voir ou revoir Le Canard à l'Orange de William Douglas Hume, mis en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la Michaudière. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 20h30 et en matinée le samedi à 16h30 et le dimanche à 15h30. Claire, du blog Aparté, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur. Oui, c'est Le Malade imaginaire, donc monté par Daniel Auteuil que j'ai vu là ce samedi. Ça a été vraiment une très belle surprise. Déjà, les décors et les costumes sont fabuleux. J'ai beaucoup aimé le décor qui est un peu entre grandeur et misère à l'image de ce Malade imaginaire, donc représenté par Daniel Auteuil dans son grand fauteuil. On le voit dans ce décor rougeoyant avec le feu de cheminée qui flamboie. Il est tout seul dans ce grand fauteuil avec un espèce de grand manteau et fourrure. Daniel Auteuil est irrésistible, ce qui est très mignon, je trouve, c'est que vraiment il est très généreux avec le public et on sent qu'il veut faire plaisir au public et il fait rire aux éclats, il a l'œil qui frise, il est excellent et je trouve qu'il est très très en relation avec le public en fait pendant toute la pièce. Donc il est vraiment merveilleux. Et ce que j'ai trouvé très fort aussi dans cette pièce, Le Malade imaginaire, finalement quand on la relit, bon c'est une pièce qui peut un peu être ennuyeuse et je trouve qu'on entend très bien le texte, on s'amuse énormément avec cette mise en scène. Il a aussi une très belle troupe, on sent une troupe très familiale, donc effectivement il joue avec sa fille et c'est vrai que la complicité on la voit directement, donc c'est assez beau, surtout qu'entre Toinette la servante et puis Le Malade imaginaire il y a un côté je t'aime, je te hais, je t'aime, enfin voilà, qui est assez formidable. Et puis après les 2 rôles de jeunes sont assez fabuleux, donc c'est Victoire Bellesi qui jouait dans le Marius et Fanny Daniel Auteuil qui est toute frémissante et qui justement donne un aspect assez fort à ce rôle de jeune femme angélique qui veut se marier pour l'amour, et donc Cléante qui est le jeune amant, le jeune prétendant, est fabuleux. Mais alors vraiment ça a été une apparition sur scène, en plus il chante, voilà. Et donc c'est un très beau moment, enfin je trouve à l'image de Daniel Auteuil, quoi, très généreux. Il y a
Après, il y a une partie un peu commedia dell'arte qui est très beau. Enfin voilà, ça a été une standing ovation ce soir-là. Voilà, on ressort de là. C'est du beau théâtre, divertissant, généreux. Et voilà, il faut aller le voir. Merci à toutes les trois. Autour de moi pour parler de Kanata épisode 1, la controverse, j'ai le plaisir de retrouver Suzanne du blog Mordu de Théâtre et d'accueillir Christine du blog Théâtre Côté Cœur. Bonsoir. Bonsoir. Kanata, c'était d'abord un fait marquant pour le Théâtre du Soleil. Pour la première fois de son histoire, la troupe allait être dirigée par un autre metteur en scène qu'Ariane Mouchkine. Et c'est au Québécois Robert Lepage qu'elle a lancé cette invitation inédite. La pièce a failli ne pas voir le jour. Elle a été annulée avant les représentations suite à une polémique qui, pour résumer ça grossièrement, remettait en cause l'absence d'artistes autochtones dans une production consacrée aux autochtones. Finalement, Kanata a été présenté au Théâtre du Soleil, mais sous une nouvelle forme, appelée Kanata épisode 1, la controverse, et raccourcie dans sa durée. C'est l'histoire d'une peintre blanche qui s'installe à Vancouver à la recherche de l'inspiration et qui, au contact de son nouveau quartier et notamment d'une jeune femme autochtone, décide de peindre et exposer une série de portraits de femmes autochtones disparues ou assassinées. Sur Twitter, Philippe Chevillet dit « Kanata, récit gigogne comme Robert Lepage en a le secret, belle variation sur l'identité, la spoliation des autochtones canadiens, le rôle de l'art, des images fulgurantes, la troupe du Soleil a encore du travail, jeu approximatif, mais le souffle de Vancouver nous emporte. » Vos réactions ? Alors nous emporte, mais pas totalement. C'est un spectacle que j'attendais beaucoup parce que je suis très fan du travail de Robert Lepage. Et puis c'est le Théâtre du Soleil avec tout ce que ça a de magique. Donc la combinaison des deux, on s'attendait à quelque chose d'assez spectaculaire. Or, on retrouve dans le titre la controverse. Et ce qui, moi, m'a gêné, c'est que j'ai l'impression que cette controverse qui a gêné la création du spectacle a complètement pris le pas sur ce qui était le sujet de départ, c'est-à-dire parler des autochtones et du traitement qui leur est fait aujourd'hui au Canada. C'est-à-dire que, oui, le personnage principal se prend d'amitié pour une jeune femme autochtone, droguée, abandonnée, qui est complètement à la dérive et en rupture avec sa famille. Mais cette jeune femme, ce qui lui arrive, en fait, ne lui arrive pas parce qu'elle est... à cause de ses origines. Ça arrive, elle a un destin qui est le même que des dizaines d'autres jeunes femmes dans cet environnement. C'est-à-dire que je n'aurais pas retrouvé cette spécificité liée au destin tragique des autochtones et des Amérindiens. Sinon, le spectacle reste très beau puisqu'on y retrouve vraiment la patte de Robert Lepage je suis d'accord avec Philippe Chevillet, des très beaux tableaux, très oniriques, dès le départ avec la forêt qui est abattue et ces arbres, ces troncs qui tombent les uns après les autres. On a mal de les voir tomber. On a mal de voir cette forêt abattue, de voir ces totems qui sont détruits, de voir ces Amérindiens qui sont chassés de leur territoire. Il y a un très 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 beau tableau lors du rêve, plutôt du voyage onirique sous drogue, avec ce canoë qui monte, qui se renverse. C'est magnifique. Il y a vraiment des très très belles images, mais je reste sur ma faim sur le fond du spectacle, pas sur la forme, mais sur le fond. Suzanne ? Je partage ça presque entièrement, c'est-à-dire que moi j'ai été plutôt agréablement surprise parce que j'avais eu des mauvais échos. Je l'ai vu peut-être un mois après le début de la création. En tout cas, ça avait eu le temps un peu peut-être de prendre un peu forme. Je croyais que c'était sur l'histoire du Canada, en fait, pas du tout. Et une fois qu'on se met ça de côté, j'ai quand même passé un moment de divertissement, en fait. J'ai retrouvé... C'est-à-dire que la fiction a réussi à m'emporter. J'ai trouvé les comédiens du Théâtre du Soleil très très bons. Je ne connaissais pas du tout Lepage et j'ai plutôt senti, moi, la patte de Mnouchkine derrière. Pas forcément les images, mais quand même toute l'ambiance, on la retrouve en fait. Toute l'ambiance qu'on connaît des mises en scène du Théâtre du Soleil, qu'on connaît déjà des spectacles de Mnouchkine.
c'est toujours un plaisir de les voir tout faire sur scène, changer les décors, inventer des décors. Moi, j'ai un plaisir enfantin à regarder tout ce qu'ils arrivent à créer avec si peu de choses. Je te rejoins là-dessus. Il y a effectivement dans les changements de décor, on passe d'un bureau des policiers à cette ferme avec les cochons qui sont en train de faire C'est incroyable et c'est un plaisir de retrouver ça à chaque fois au soleil. Et là, on l'avait quand même. Mais c'est vrai qu'il y a quelques moments qui sont un peu gênants. Je me souviens pas de tout. En plus, j'ai pas écrit d'article, mais il me semble il y a un moment où on entend derrière un des personnages Lepage parler sur la controverse et il dit comme ça, est-ce qu'il faut être juif pour parler des juifs? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui. Et là, on est un peu gêné quand même. Déjà parce que c'est beaucoup trop gros, ensuite parce que c'est très injuste. C'est un moment assez gênant. Et soit on faisait une fiction totale, soit on faisait peut-être un moment total sur la controverse, mais là, il a essayé de mêler des choses qui ne se mélangent pas bien. Il a mis en abîme, en fait, ce qui lui arrivait avec cette création. Et c'est là où le projet, pour moi, dérape un peu et dérape et me laisse sur ma faim. C'est qu'il s'est mis en scène dans, comme un peu un sacrifié, je sais pas, comme une victime. Et son personnage est victime de non, elle n'est pas amérindienne, donc elle ne peut pas peindre des amérindiennes. Elle n'est même pas canadienne, elle est française. Elle a tout ce qu'il faut pour ne pas être capable de traiter de ces sujets et de les représenter. Et là, on est dans cette mise en abîme, moi, m'a gênée parce qu'elle prenait, pour moi, trop de place. Alors que on fait abstraction de ça et on a une poésie, on a un récit qui est cohérent, qui se tient. Et je suis d'accord avec toi sur, pour moi, la qualité des comédiens de la troupe du Théâtre du Soleil. On retrouve cette unité et cette union et toute leur humanité aussi. C'est toujours... Et ça reste un plaisir de les voir. Mais c'est vrai que les moments qui font allusion à la controverse, en plus, sont trop gros. Il est pas allé il a pas fait dans la dentelle. Ouais. C'est vraiment gros, c'est là, et il veut qu'on comprenne le problème qui s'est posé. Et franchement, c'est un peu malaisant. Mais ça reste un beau spectacle. Et je ne sais pas si c'est de la victimisation ou si c'est maladroit parce que blessé. Mais effectivement, ça n'a pas sa place là. Du coup, c'est un projet qui s'inscrit dans la continuité. Il doit y avoir d'autres spectacles. Il y a l'épisode 1. Épisode 1, donc on imagine qu'il y aura au moins un deuxième épisode. Et on va espérer que le deuxième épisode va arriver et que cette fois la controverse sera vraiment laissée de côté et qu'il reviendra sur son projet de départ et que les deux ensemble nous feront vraiment un spectacle qui là sera absolument magnifique. Je voulais juste rajouter que pour l'instant, moi je trouve le pari de Mnouchkine de laisser sa troupe à quelqu'un plutôt réussi. Oui, je suis d'accord. Vous avez jusqu'au 31 mars pour aller voir ou revoir Kanata, épisode 1, La controverse, écrit et mis en scène par Robert Lepage au Théâtre du Soleil. Je vous invite à aller consulter le site internet du théâtre pour plus de précisions sur le calendrier des représentations. Suzanne, du blog Mort du Théâtre, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur ? Oui, j'aimerais revenir sur ce Canard à l'orange de Nicolas Briançon à la Michaudière qui a été un peu mise à mal par mes camarades. Moi, j'ai passé une soirée absolument formidable. Je suis Nicolas Briançon depuis des années, mais je ne lui laisse quand même pas le droit à l'erreur. Et j'avais un peu peur parce que j'avais vu des retours un peu crispés devant ce spectacle. J'avais peur parce que cette affiche était vraiment vieillotte. Et j'ai ri pendant 2 heures. Briançon est génial, il est espiègle, il est drôle, il prend un plaisir fou. J'avais une salle formidable, tout le monde riait d'un bout à l'autre. C'est vraiment un enchantement ce spectacle. Et donc moi je conseille ce Canard à l'orange à la Michaudière. Alors moi j'ai une question justement pour revenir sur, donc on l'a chroniqué tout à l'heure, la question qui s'est posée à la fin par rapport à ce spectacle, est-ce qu'il y a encore un intérêt à le monter aujourd'hui? Pour toi ce serait quoi la réponse? Ta réponse? Oui, il y a un intérêt puisque moi je ne connaissais pas la pièce, je l'ai découverte et je l'ai beaucoup aimée. Et Nicolas Briançon fait du boulevard un genre noble, ce n'est pas désuet en aucun cas, il en fait quelque chose de vraiment très grand. Voilà. Merci à toutes les deux. Christine, du blog Théâtre Côté Cœur, tu restes avec nous et tu es rejointe par Bénédicte du blog La Nouvelle Claque
et Sonia du blog Théâtoile pour parler de la pièce Les Oubliés Alger-Paris. Les créatrices, Julie Bertin et Jade Herbulot, fondatrices du Birgit Ensemble, s'interrogent souvent sur la façon dont l'histoire avec un grand H se fait. Pour cette création avec la troupe de la Comédie Française, elles se penchent sur la naissance de la Ve République et sur les non-dits de la guerre d'Algérie dans la mémoire collective à travers le prisme de 3 générations différentes. Sur Twitter, Vincent Bouquet dit « Dans Les Oubliés, Julie Bertin et Jade Herbulot font dialoguer la grande histoire et la petite autour du déchirement franco-algérien. Grâce au talent de la troupe de la Comédie Française, elles exhument les fractures et les non-dits dont la France porte encore les stigmates. » Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Alors, je suis pas du tout d'accord. Moi, j'ai pas du tout trouvé, justement, je pensais le trouver, mais le lien entre cette histoire collective et les 3 trajectoires personnelles de personnages qu'on rencontre maintenant en 2019 au début de la pièce, pour moi, c'est totalement absent. L'écriture de plateau est ratée. J'ai compris en regardant le programme et en le lisant attentivement après la pièce, parce que j'étais déçue, que finalement, ces oubliés, c'est pas vraiment le sujet de la pièce et que c'est plutôt une espèce de, je sais pas, d'exposé sur le fondement de la Ve République, et on nous parle de Gaulle et on nous parle de choses mais qui ont aucun lien ni avec la prise de position de départ de dire on va assister à un mariage de personnes avec des familles qui ont un passé lié à cette histoire de la guerre d'Algérie. Pour moi, non, c'était un cours d'histoire, c'était pas narratif. On reste dans quelque chose de démonstratif et de lourd, et la seule chose, c'est que on a quand même la troupe des comédiens français, donc qui essayent de bien faire sur ce texte, mais vraiment, à part par exemple la scène où Bruno Raffaelli est en tant que De Gaulle sur un pupitre et où il fait son discours, là je note quand même un vrai talent dans le jeu, parce que même il y a à la fois la gestuelle, la voix, et en fait si on regarde même sur un des 2 murs, parce qu'on est en bifrontal, la lumière projette une ombre qui est superbe, parce qu'en fait la gestuelle est tellement millimétrée qu'on a l'impression de voir De Gaulle vraiment qui parle. Donc là oui, il y a une incarnation, il y a quelque chose, il y a un travail du comédien, mais derrière la pièce tient pas la route, et du coup pour moi il n'y avait pas de créativité, c'était désincarné et j'ai pas aimé. Sonia du blog Théâtoile. Alors moi je ne suis pas du tout d'accord. Moi j'ai passé un très bon moment. Je pense que j'ai des très très grosses lacunes dans un grand pan de l'histoire, notamment en politique, dans tout ce qui touche à la Ve République, etc. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un beau travail qui est fait, alors certes un petit peu scolaire et figé, mais je trouvais que voilà, dans la mise en scène ça tenait le coup. On a évidemment le talent des comédiens du français qui est indéniable. Pour le coup, il y avait des tenues qui étaient un peu mieux que dans le Canard à l'Orange. Je pense qu'on a tous flashé sur la superbe tenue de mariée de Pauline Clément, qui est juste formidable. Mais voilà, moi je trouve que ce texte-là, monté avec d'autres comédiens, aurait peut-être perdu de sa force, mais pourrait exister. Comme ma camarade La Nouvelle Claque, j'ai été admirative de la scène de Bruno Raffaelli sur son estrade, enfin au pupitre, qui fait vraiment une incarnation parfaite de De Gaulle. D'ailleurs, à un moment donné, on a les images qui sont projetées en même temps sur l'écran central qui sert de séparation entre le public qui est donc en dispositif bifrontal. Et à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si c'était De Gaulle que je voyais ou si c'était l'acteur que je voyais. J'ai mis quelques secondes, alors j'étais un peu fatiguée ce jour-là, certes, mais j'ai mis quelques secondes à me demander si vraiment c'était l'acteur ou s'il était en train de parler sur des images d'archives, ce qui a été le cas par la suite. Donc ça, c'est un très beau moment, mais après, on ne peut pas nier que voilà, il y a une proposition qui est faite. Certes, un petit peu maladroite, parce qu'on n'arrête pas d'osciller entre le passé, le présent, et entre le mariage, les histoires passées, la Ve République, les présidents, des choses qui ne sont pas forcément très joyeuses. Il y a plein de choses. Pourquoi le bifrontal? Pourquoi la vidéo? Pourquoi cette fuite d'eau? Enfin, il y a plein de choses qui sont... La fuite d'eau, j'ai pas compris. Ça, c'est resté un mystère pour moi, mis à part que du coup, ça donne un rôle
un Certes, rôle. mais on va pas Non, donner des j'appelle pas rôles ça un juste pour les rôle. faire monter. Mais ça, j'ai pas compris. Mais par contre, le dispositif bifrontal, bien sûr que si. On a quand même d'un côté les Français de France, entre guillemets, et les Français d'Algérie. On a cette séparation entre les deux avec quand même une mer entre les deux. Et tu le projettes ou tu l'as entendu dans le texte? Parce que moi, honnêtement... Non, mais je le vois par le dispositif Je l'ai absolument pas vu. Je l'ai lu dans la chronique de Mort du théâtre, mais je ne l'ai absolument pas vu pendant le spectacle. Le passé qui fait face au présent. Mais ça peut être dans l'absolu, ça peut être plein de choses, mais ça ne l'est pas. Dans la pièce, ça ne l'est pas. Alors, j'étais heureusement toute seule sur mon rang, quasiment tout en haut. Face à moi. Donc, oui, face à toi, effectivement. Et du coup, je me suis sentie très libre d'être ennuyée. Et je me suis raccrochée à 3 comédiens qui m'ont gardé de l'intérêt dans la pièce. Scolaire, très didactique. On a droit à un cours de droit constitutionnel. Je n'irai pas jusqu'à dire c'est des pages Wikipédia, mais c'est extrêmement formel, on s'ennuie. Cette scène que vous donnez du discours de Gaulle est la seule scène qui soit vraiment réussie du spectacle. Elle est effectivement très très belle. Et Bruno Raffaelli, je le trouve étonnant dans le rôle de Gaulle. Il est tout à fait crédible, pas seulement sur cette scène-là. Enfin, il prend toute sa ampleur sur cette scène de discours où il monte à la tribune, mais sur le reste, par sa stature, enfin, il a la position. Il est tout à fait crédible. Et il est aussi crédible dans le père qu'on va détester, qui est raciste et pourtant qui est pied noir. Enfin, je m'y perds un petit peu dans les histoires, mais l'ensemble, oui, est creux. Entre le cours d'histoire très ennuyeux et très didactique et l'histoire de cette famille où chacun a un petit lien avec l'Algérie et va nous le raconter en off, enfin filmé dans les coulisses face à un miroir de la salle de bain. Puis on finit en karaoké. Oui, non, mais parce qu'en France, tout finit par des chansons. Voilà. Et puis, le sud, voilà, il descendait vers le midi, elle remontait vers le nord, etc. Pourquoi pas non, le mariage aurait pu nous raconter des choses intéressantes parce qu'il y a effectivement toutes ces blessures de cette histoire douloureuse entre nos deux pays, entre l'Algérie et la France, qu'on a toujours du mal à évoquer aujourd'hui. Et la preuve, même sur ce spectacle, qui aurait pu être justement un moyen de parler de ces blessures, on est à côté. La scène du mariage, enfin toutes les scènes de mariage sont plates, très plates, convenues, pleines de clichés. Jusqu'au cliché du cousin ou je sais pas quoi qui est roux et qui vient dire aux mariés, moi aussi j'ai connu la discrimination parce que je suis roux. Il dit ça à un fils d'émigré. Non, j'adhère pas. C'est vrai, mais après moi je me suis pas ennuyée. Alors peut-être que c'est aussi une question de distanciation. Moi j'étais sur le plateau. De l'autre côté, enfin en face de ma camarade, et j'étais beaucoup plus près du plateau, donc peut-être que je me suis sentie plus concernée aussi, je sais pas. C'est peut-être un souci de placement. Non, c'est un souci de texte. Pour moi, c'est un souci de texte. Mais pour moi, le texte tenait la route. Après, voilà, je l'aurais pas articulé de la même manière, mais je trouve qu'il y a des bons moments et que tout n'est pas acheté. Et voilà, faut aller le voir pour se faire une idée, mais faut pas dire que c'est raté. Moi, je rajoute une chose pour compléter ce que disait Christine, c'est que quelques jours avant, j'avais vu une pièce qui finalement, si on prend les thèmes portés sur la même chose, c'était donc certaines n'avaient jamais vu la mer au théâtre Quartier d'Ivry. On a un peu les mêmes éléments, c'est-à-dire que c'est un pan d'histoire oublié ou dont on ne parle pas, qui est tu, et qui parle donc de la communauté japonaise et de son sort pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. J'avais jamais entendu parler de ces histoires. De leur sort et du fait qu'on les ait écartés complètement de la communauté parce qu'ils étaient considérés comme des parias et comme peut-être étant en lien avec le Japon. Et des traîtres. Et là, j'avais quelque chose de narratif, c'est-à-dire que c'est une histoire, c'est basé sur un roman, mais c'était très bien mis en scène et c'était une histoire qui m'a portée et qui m'a
transportée dans quelque chose qui est l'histoire avec un grand H, que j'ai pu lire après, je me suis documentée parce que c'était très bien fait. Et du coup, en allant après à la Comédie Française et en ayant quelque chose qui peut utiliser les mêmes ressorts et qui vraiment me laisse avec un ennui profond, là je suis très déçue parce que j'attends mieux de la Comédie Française et je pense que le théâtre est un espace qui peut justement communiquer toutes ces choses en utilisant une trame narrative, en utilisant les ressorts qui ne sont pas ceux d'un cours d'histoire parce qu'on n'est pas là pour un cours d'histoire. Donc du coup, vu tous les champs des possibles, oui, j'étais très déçue. Vous avez jusqu'au 10 mars pour aller voir ou revoir Les Oubliés Alger Paris, écrit et mis en scène par Julie Bertin et Jade Herbulot du Birgit Ensemble au Théâtre du Vieux Colombier de la Comédie Française. Les représentations ont lieu le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Sonia, tu avais un coup de cœur à nous partager ? Oui, j'en ai même deux. Le premier, c'est comme en 14, puisqu'on est sur oublier l'histoire, etc. Donc, voilà, il faut aller le voir au Théâtre de la Bruyère. Et toujours dans le cadre de l'histoire, je vous conseille fortement Gardienne au studio Maribel du Théâtre du Gymnase, qui est sur tout ce qui est les faiseuses d'anges, l'avortement, sur plusieurs femmes de la même génération, donc des sœurs, puis sur les descendantes, jusqu'à la génération actuelle qui n'a pas connu tout ça, les aiguilles à tricoter, etc. Donc c'est un seul en scène qui est absolument formidable. Si je ne me trompe pas, c'est Fanny Cabon qui joue, qui a écrit le texte aussi. Et voilà, c'est aussi une page de l'histoire à connaître et à surtout pas oublier, parce que de nos jours, on a énormément de chance de connaître tout ce qu'on connaît actuellement en moyen de choisir ou non d'enfanter. Merci. Merci à toutes les trois. Bénédicte du blog La Nouvelle Claque et Christine du blog Théâtre Côté Cœur, vous restez avec nous et nous retrouvons Claire du blog Aparté pour parler de la machine de Turing. Vous connaissez peut-être déjà Alan Turing. Ce Britannique est considéré comme le mathématicien le plus brillant de l'époque moderne et comme l'homme à avoir inventé le premier ordinateur. Grâce à son génie, il a notamment pu œuvrer dans l'ombre contre l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, Alan Turing est poursuivi en justice en raison de son homosexualité et préfère subir la castration chimique à la prison. 2 ans plus tard, il se suicide en s'empoisonnant avec du cyanure. Son histoire a été racontée à travers diverses œuvres, notamment au cinéma avec le film Imitation Game sorti en 2014, duquel s'est inspiré l'auteur et comédien Benoît Solès pour sa pièce La Machine de Turing, actuellement présentée au Théâtre Michel dans une mise en scène de Tristan Petit-Girard. Sur Twitter, Anthony Verdeau dit « La Machine de Turing, sans voix, une histoire entre science, onirisme, amour et illusion perdue. Bravo aux acteurs et tout particulièrement à Benoît Solès, éblouissant en Turing, et à Tristan Petit-Girard pour sa mise en scène sobre mais tout en émotion. Sublime. » Vos réactions ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça a été un vrai coup de cœur. C'est vrai que j'ai été au 4e rang, donc j'étais totalement plongée dans cet univers. Ce que j'ai trouvé très beau, c'est que tout marche. Le texte qui accroche vraiment de bout en bout. En plus, il y a des flashbacks. On revient sur l'histoire actuelle qui est, en fait, il vient dénoncer un cambriolage qui a été fait chez lui. Donc, il rencontre le commissaire, qui est donc le deuxième acteur qui va jouer en fait d'autres personnages, tous les rôles face à lui. Benoît Solès est complètement captivant. Moi, ce que je trouve très beau, donc, c'est ce visage émacié. Je crois qu'il a perdu beaucoup de kilos pour ce rôle, et en même temps, il s'est renforcé musculairement parce que Benoît Solès courait énormément. Tu veux dire Alan Turing courait énormément. Oui, exactement. Effectivement, c'est un marathonien. C'est un marathonien. Ce que je trouve très beau, c'est ses yeux bleu-gris, en fait, qui, moi, m'ont complètement... voilà, il est captivant. Et puis aussi, il joue cet homme, en fait, pour qui on a tout de suite énormément de tendresse, parce qu'il est... il bégaye, il est à la fois un peu autiste et en même temps c'est un grand génie. Il y a notamment des scènes très belles où nous,
les spectateurs, on est presque ses élèves et il nous explique comment les machines peuvent penser. Il est complètement habité par son rôle, on le comprend parce qu'il a écrit le texte, donc c'est vraiment c'est son bébé. Mais ce spectacle est fabuleux. Moi, je pense vraiment que ce spectacle va avoir des Molières et que Benoît Solès aussi. Et Amaury de Criancourt joue très très bien face à lui, en laissant tous les deux dans une entente parfaite. Oui, ce spectacle qui est très beau, c'est qu'il y a un dévouement total en fait au personnage. Et ce que je trouve très beau, c'est que c'est une. Enfin, moi, je suis sortie là en me disant c'est une ode à la différence merveilleuse. Il faut absolument que tout le monde voit ce spectacle. Et sans qu'on soit obligé en fait de se dire ah oui c'est ça le sujet et tout ça, c'est hyper divertissant et en même temps c'est bouleversant. Je trouve que c'est vraiment c'est une très très belle pièce qui durera, je pense. Je suis tout à fait d'accord. J'avais hésité à aller voir ce spectacle à Avignon parce que j'ai beaucoup aimé le film Imitation Game et la prestation de Benedict Cumberbatch. Et du coup, j'avais peur d'être en retrait, enfin en tout cas d'arriver avec un souvenir très vif et du coup de ne pas pouvoir apprécier la pièce de théâtre. Et j'ai été mais vraiment subjuguée par Benoît Solès. Je trouve qu'il a une capacité à se transformer parce qu'effectivement il y a beaucoup de flashbacks. La pièce aborde en fait la vie de Turing et ce personnage touchant, très émouvant, autiste comme tu le dis et en même temps un immense génie des mathématiques, mais qui est très réservé, qui quand il rencontre, qui est homosexuel donc, et quand il rencontre celui qui va partager un petit peu sa fin de vie et l'aider à se réaliser, c'est un petit garçon. Quand il nous raconte la disparition de son meilleur ami, on a les larmes aux yeux. Enfin, il est vraiment touchant, émouvant, et il a une capacité d'expression, à se transformer, à passer du gamin à l'étudiant, au mathématicien passionné, à l'autiste qui bégait lorsqu'il est devant le policier parce qu'il n'a pas envie de tout dévoiler de cette histoire. Et sa gestuelle est absolument admirable. D'une seconde à l'autre, il passe d'une étape à l'autre, enfin d'une période à l'autre de la vie d'Alan Turing. Et tu as raison, c'est vraiment une ode à la diversité et au droit à la différence. Et je lui souhaite d'avoir le Molière parce que vraiment, c'est une prestation absolument exceptionnelle. Moi, par contre, je vais contrebalancer un peu. J'avais fait ce que tu n'as pas fait, c'est-à-dire aller le voir au Festival d'Avignon, donc assez tôt dans la création de cette pièce. Je vais commencer par le positif. J'étais très intriguée par le sujet de la science traité au théâtre, parce que justement, comme le théâtre est un champ d'ouverture et que je ne connais pas, je ne m'intéresse pas vraiment à la science, je trouvais ça super intéressant et c'est bien fait. On sent vraiment l'envie de rendre hommage et la construction de la pièce est intelligente. On a un Benoît Solès qui est tantôt acteur, tantôt narrateur, et je trouve que le point de départ d'après-guerre est astucieux. Pour autant, j'ai une réserve parce que je l'ai vu donc en juillet 2018 et j'en ai rien gardé dans le sens où c'est bien interprété, mais pour moi ça se déroule sans émotion particulière et je vois quelque chose qui est joli et qui se passe bien, mais j'en garde rien du tout. Et du coup, une petite réserve par rapport à vous parce que elle n'a pas fait son chemin pour moi cette pièce et elle a disparu dans mon esprit, quoi. Donc voilà. Elle a peut-être un petit peu évolué aussi depuis Avignon. C'est possible, ouais. Il est possible qu'il y ait eu des choses qui soient resserrées, qui soient c'est possible. mieux articulées. Et ça n'enlève rien au fait que les acteurs étaient bons et que c'est une bonne pièce. Et pourtant, j'ai pas de coup de cœur parce que ça n'a rien créé. J'étais en dehors, quoi. J'étais en dehors de la pièce et quand bien même elle était belle, je m'y suis pas accrochée. Donc... Il y a la musique aussi, je trouve, qui est très bien... qui porte bien la mise en scène aussi. Il y a un petit côté, d'ailleurs, j'ai trouvé, à la Alexis Michalik dans la façon de faire gérer, tourner les scènes. Ouais, je trouve, mais qui est chouette parce que ça marche. Mais c'est vrai que moi, je garde en tête vraiment ces deux yeux-là de Benoît Solès et cette douceur, cet appel au public. Moi, je trouve qu'il donne tout. Il est vraiment dans un théâtre de l'instant.
Et c'est ça que je recherche au théâtre, et il y a énormément d'acteurs qui savent le faire. Et là, je trouve ça très beau, parce qu'en plus, je trouve que cette pièce, c'est pas facile, effectivement, parce que c'est un sujet au départ, voilà, la science. C'est vrai que c'est plus un sujet de cinéma. Et c'est bien que ce soit monté au théâtre. Voilà, et il arrive avec 2 acteurs et un texte à nous emporter totalement. Enfin, toi apparemment non, mais c'est vrai que la plupart des gens sont quand même emportés. Donc c'est fabuleux, je trouve. Il y a un très beau travail de lumière aussi. Oui. C'est vraiment un spectacle complet entre le texte, la mise en scène, le jeu des comédiens, la fluidité de l'ensemble, le décor qui est très réussi. Et là encore, on passe dans plusieurs lieux et d'une manière très, très fluide. Les musiques, comme tu dis, et ce travail de lumière qui m'a particulièrement marqué sur la scène où il parle de la perte de son ami. Vous avez jusqu'au 27 avril pour aller voir ou revoir La Machine de Turing de Benoît Solès, mis en scène par Tristan Petit-Girard au Théâtre Michel. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 21h et en matinée le samedi à 16h30 et le dimanche à 16h. Christine, du blog Théâtre Côté Cœur, avant de poursuivre, tu voulais partager un coup de cœur? Oui, et c'est le même que Sonia, à savoir Comment 14, que j'ai vu la semaine dernière. C'est un magnifique spectacle en hommage aux femmes qui, pendant la guerre de 14, ont su rester vivantes dans l'espoir, faire abnégation de leur douleur, de leur deuil, pour être présentes auprès des blessés de guerre. On est dans une infirmerie de fortune, dans une église, avec 4 femmes qui représentent toute la diversité de la société et qui vont partager un soir de Noël la douleur de l'une d'elles qui voit son fils amputé. Elle a perdu aussi son mari, et puis elle a un autre fils qui est autiste, auquel elle ne pardonne pas de ne pas être partie à la guerre comme les 2 autres hommes de sa vie. Et puis il y a une jeune femme qui est pacifiste, mais qui reste là quand même à aider les blessés. Une autre qui est romantique, qui a son fiancé qui est à la guerre et qui incarne cet espoir d'une fin heureuse. Et puis une vieille fille qui est interprétée par Marie Vincent, qui est absolument le pivot de la pièce, qui est drôle, qui est la bonne paysanne, la bonne patte, oui, un peu bougon, il faut qu'elle ronchonne et tout, mais elle est pleine d'humanité. Et tout est très cohérent, très fluide, c'est très bien joué, c'est très émouvant aussi. J'ai rarement la larme à l'œil au théâtre, mais à plusieurs reprises, je sentais que l'émotion montait. Et comme Sonia, je recommande d'aller au Théâtre La Bruyère pour aller découvrir ce spectacle. Comment 14. Comment Merci. 14. Merci à toutes les 3. Autour de moi pour parler de Face à Face, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène, alias le 4e mur. Bonsoir. Bonsoir, qui est rejointe par Suzanne du blog Mort du Théâtre et Yann du blog Le Galopin. On vient de parler de La Machine de Turing, pièce de théâtre inspirée d'un film. Nous allons parler maintenant d'une adaptation d'un film au théâtre. Face à Face, c'est d'abord une réalisation du Suédois Ingmar Bergman pour l'écran. Léonard Maton propose sur les planches du théâtre de l'Atelier la mise en scène de son adaptation de ce film. Emmanuel Berco y incarne le rôle principal, celui d'une psychiatre qui voit son équilibre s'effondrer après une agression et qui se trouve au bord du suicide. Sur Twitter, Anne Angelo dit « L'univers bergmanien m'est assez étranger, mais si on l'accepte, on ne peut qu'aimer Face à Face. Beau travail de mise en scène et scénographie, prodigieux don de soi d'Emmanuel Berco sur scène pendant plus de 2 heures. » Vos réactions ? Eh bien, oui, une très très belle réussite. Alors moi je trouve que c'était assez osé de présenter cette pièce à l'atelier parce que c'est une pièce exigeante. On est un petit peu, moi j'avais pas vu du tout le film, donc je connais un peu l'univers bergmanien mais sans plus. Et j'ai été un petit peu désarçonnée au début. Je me suis dit mais qu'est-ce que ça raconte ? Enfin, je trouvais que c'était même un petit peu haché au début. Et puis tout d'un coup ça bascule. Et il y a une espèce de fluidité de la mise en scène, une simplicité des moyens qui fait qu'on se met à suivre totalement Emmanuel Berco dans sa chute
même si c'est un peu parfois un petit peu obscur, on ne sait pas si elle rêve, si elle est réveillée. Donc il y a une forme de confusion. Mais petit à petit, elle nous embarque complètement. Emmanuelle Berco nous embarque et la troupe qui l'accompagne, parce qu'elle est aussi accompagnée de formidables acteurs, dont David Harribey, qui fait le fameux Thomas, qui, à mon sens, est une représentation de la mort. Hein, bon. Et donc, on est complètement pris dans cette spirale. Hein, et on est happé, ça dure presque 2 heures. Et moi, je n'ai pas vu le temps passer en un instant. J'ai lu après sur Twitter que certaines personnes trouvaient ça un peu long. Moi, je pas du tout. Et j'ai trouvé que c'est une très belle facture, très fluide, avec des coupures. Tout s'enchaîne avec une facilité extraordinaire. Et donc, c'est un bon moment si effectivement on adhère à ce type d'univers. Parce que si on n'adhère pas, effectivement, on reste à l'extérieur et on peut s'ennuyer, je pense, prodigieusement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai mis un peu de temps à rentrer dedans aussi. Après, je l'ai vu en décembre quand il était au Théâtre 13. Donc peut-être qu'il a resserré un peu Léonard Maton depuis. J'ai mis un peu de temps à rentrer. Puis à un moment, peut-être seulement dans la deuxième partie où vraiment je me suis laissée aller. Il y a une scène très psychédélique, tout le temps en mouvement, incroyable. Et là, j'ai fait waouh. Ça faisait un petit moment que je me disais ce que fait Berco, mais c'est dingue. Et cette scène-là, elle est vraiment époustouflante. J'ai trouvé. C'est quand le lit tourne. Enfin, ça donne un peu le tournis. Oui, c'est envoûtant. C'est hypnotisant. Hypnotisant. C'est absolument dingue. Et à partir de là, vraiment, je n'ai plus lâché. Mais il faut dire que ce que fait Emmanuelle Berco, toute la troupe, hein, mais ce qu'elle fait elle, parce qu'elle est quand même en scène pendant plus de 2 heures, je crois. C'est vraiment... Yann, tu veux réagir? Non, alors moi je l'ai pas vu non plus à l'atelier, je l'ai vu au plateau sauvage. Donc je pense qu'il y a encore eu quelques petits ajustements entre les plateaux sauvages et l'atelier, mais effectivement c'est un spectacle magnifique, quoi. À partir du moment où elle tombe, elle a cette tentative de suicide et où elle est un petit peu dans un monde parallèle. Tu définissais très bien en disant, on ne sait pas si elle est dans le rêve, la réalité, si elle est vivante ou si elle est morte. On s'en fout, en fait. Voilà. C'est pas très mais important. on s'en fout parce que effectivement cette scène où le lit se met à tourner comme ça, c'est assez extraordinaire. Et puis bon, la performance d'Emmanuelle Berco, moi, elle m'a laissé absolument ébahie parce que je la connaissais comme réalisatrice, comme metteuse en scène. Je ne sais pas si on dit metteuse en scène, mais bon. On peut. Et c'est la première fois que je la voyais au théâtre. Et je trouve que ce qu'elle fait est absolument magnifique parce que le rôle est tel que ça pouvait basculer très vite dans une sorte d'hystérie, oui, alors qu'elle est toujours très juste, très, très... Elle est étonnante. Elle se met à crier, on a froid, on est mal, et puis c'est très, très naturel et en même temps vraiment assez effrayant ce qu'elle fait. Moi, je l'avais vue dans le Angot l'an dernier à la Colline, et déjà j'avais trouvé qu'elle maîtrisait vraiment ses personnages, mais alors là, c'était au-dessus. Et elle est vraiment très bien entourée parce que ses partenaires arrivent à vraiment créer cette ambiance très particulière, je dirais cette ambiance bergmanienne, mais je m'avance un peu, je n'y connais rien. Evelyne Istria, notamment, qui joue la grand-mère, elle est très inquiétante, elle sourit, mais c'est très très froid. Et on sent qu'il y a une atmosphère vraiment à tomber complètement fou autour de cette femme. Et moi, j'ai trouvé que c'était un vrai beau moment. Oui, puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a de multiples tiroirs et de multiples interprétations. Je pense que chacun y trouve un petit peu... c'est pas l'auberge espagnole, parce que ce serait un peu péjoratif de dire ça. Mais je trouve qu'il c'est matière à beaucoup de réflexion. Et je pense qu'on peut en tirer des enseignements ou des idées très très différentes selon les angles dans lesquels on le prend. Donc moi, alors c'est un petit peu prise de tête aussi, hein. Ça peut être un peu prise de tête, mais j'ai trouvé... moi j'ai envie de dire bravo au Théâtre de l'Atelier, parce que moi c'est un théâtre que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup à cœur, mais j'étais un petit peu déçue sur ce qui se passait depuis 2-3 ans. Et là, j'ai dit, ils sont culottés quand même, parce que c'est pas une pièce facile, c'est pas une pièce qui apparaît pour grand public, mais j'espère qu'elle va trouver son public et que les gens vont y aller. Tu as raison d'avoir souligné la présence d'Evelyne Istria, parce que c'est quelqu'un qu'on voit pas assez, qui est excellente. Et puis moi, ce dont je suis sûre, c'est que quand je vais voir
Maton, je ne me souviens plus de son prénom. Je suis désolée. Léonard Maton en mise en scène et Emmanuel Berco sur scène, voilà. Vous avez jusqu'au 24 février pour aller voir ou revoir Face à Face d'après Ingmar Bergman, mis en scène par Léonard Maton au Théâtre de l'Atelier. Les représentations ont lieu du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Merci à tous les trois, c'était la dernière pièce au programme de cette 18e émission de Radio Mortimer. Avant de nous quitter, plusieurs chroniqueurs et chroniqueuses souhaitent partager un coup de cœur commun pour un spectacle qui est d'ailleurs aussi au Théâtre de l'Atelier. Et vu l'engouement collectif, parce que là ils et elles sont 4 autour de la table pour vous en parler, je pense qu'on peut l'estampiller un coup de cœur Radio Mortimer. C'est la première fois que ça se fait, mais je dirais ça, allons-y, soyons fous. Donc, Yann du blog Le Galopin, Claire du blog Aparté, Véro du blog Théâtrel et Suzanne du blog Mort du Théâtre, on vous écoute, mais de quel spectacle s'agit-il ? Il s'agit d'un spectacle qu'on a vu à l'Atelier, comme tu le disais, qui s'appelle Premier Amour, d'une nouvelle de Samuel Beckett et qui est interprétée et mise en scène par Sami Frey. Et c'est un vrai régal, c'est un vrai délice, c'est un bonheur intégral que de découvrir Sami Frey dans cette interprétation. C'est un magicien des mots, c'est un passeur de texte. Moi, je me suis dit à un moment, waouh, c'est tellement peu commun, je ne vais pas dire rare parce que ce n'est pas le cas, mais de voir un comédien qui comprend le texte, qui comprend chaque mot, qui comprend chaque sens, qui comprend chaque double sens, chaque virgule, chaque silence, et qui est capable de le retranscrire avec ses mots, avec son corps, avec son regard, sans que ça paraisse jouer. C'est d'un naturel absolu. Il est ce personnage, et ça devient peu fréquent. Il y a beaucoup de très bons comédiens, on est d'accord, mais il y a chez Sami Frey une espèce de grâce dans son interprétation, une espèce de naturel, de fluidité, de présence, de charisme. Il est là, il est tout seul sur scène avec son petit par-dessus, et il est totalement ce personnage, il nous embarque dans cette histoire, et c'est un vrai bonheur. Moi, je voulais juste dire que je l'ai vu le lendemain des Oubliés Alger-Paris, et qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux pièces. D'abord, Premier Amour a un texte absolument renversant, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert avec un plaisir, mais c'était génial. Mais c'est surtout du théâtre incroyablement vivant. La veille, j'avais vu un truc mort, qui n'existait pas, et là, ça dure 1h20, c'est un monologue, mais c'est... On s'accroche à tout ce qu'il dit. Tout d'un coup, il y a des phrases totalement surprenantes. On ne sait pas où il nous emmène. Il y a un éléphant qui débarque. On ne sait pas. Et c'est génial. Et en plus, il est beau. Sa voix est si agréable à écouter. Son regard. Il est incroyable. Et la langue est belle. Oui, moi, les textes de Beckett, je ne suis pas toujours très emballée. Mais là, franchement, le texte est magnifique. Puis Sami Frey, quoi. Et il nous emporte très loin, voilà. C'est hyper visuel aussi. Moi, je me suis imaginé mon histoire tout en regardant Sami Frey. Puis aussi, il nous regarde beaucoup. Et parfois, on est un peu gêné quand les acteurs nous regardent et avec lui, mais pas du tout. Et pour finir, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à la fin, quand il a salué, tac, il est redevenu Sami Frey. C'était impressionnant. C'était plus la même personne. Enfin, pour dire à quel point c'est un grand acteur, quoi. D'un coup, comme ça, il s'est transformé. Et il était, majestueux. Et en même temps, avec cette humilité qu'il a dans son rôle. Ouais, très grand acteur. Parce qu'au moment des saluts, quand il vient saluer, effectivement, il est très... On le sent très humble, très... Alors que la salle est debout. Nous, on était debout pour saluer tout, quoi. Un merci général et puis un début de grand amour, on espère, avec ce nouvel atelier. Ah on vous sent très amoureux juste à vous écouter. On est presque parti pour une nouvelle chronique, finalement. Mais on va s'arrêter là. Merci à vous. Je vous rappelle les pièces qui ont été l'objet de nos échanges passionnés ce soir. Le Faiseur de théâtre de Thomas Bernhardt, mis en scène par Christophe Perton. Le Canard à l'orange de William Douglas Hume, mis en scène par Nicolas Briançon au Théâtre de la Michaudière jusqu'au 10 mars. Kanata épisode 1, La controverse, créé par Robert Lepage au Théâtre du Soleil jusqu'au 31 mars. Les Oubliés Alger-Paris, écrit et mis en scène par Julie Bertin et Jader Bulot du Birgit Ensemble au Théâtre du Vieux Colombier à la Comédie Française jusqu'au 10 mars. La Machine de Turing de Benoît Solès, mis en scène par Tristan Petit-Girard au Théâtre Michel jusqu'au 27 avril. Et enfin, Face à Face, d'après Ingmar Bergman, mis en scène par Léonard Maton au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 24 février. Je remercie tous ceux et toutes celles qui sont venus autour du micro. Bénédicte du blog La Nouvelle Claque, Christine du blog Le Théâtre Côté Cœur, Claire du blog Aparté, Hélène alias Le Quatrième Mur, Sonia du blog Théâtoile, Suzanne du blog Mort du Théâtre, Véro du blog Théâtrel, Yann du blog Le Galopin.
Merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. Et surtout, un très très grand merci à l'équipe de la Scala Paris. Et notamment un merci tout particulier à Ronan pour sa générosité et pour son accueil ce soir. Pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre, qui nous soutiennent, qui font aussi partie de l'équipe et que nous aurons peut-être le plaisir de recevoir lors de la prochaine émission qui sera disponible à partir du mercredi 6 mars. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous apostropher au hashtag Radio Mortimer. À la prochaine!